Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes de toute l'Afrique du Nord, en particulier les pays du Sahel, salutations fraternelles du Canada. Donc, c'est probablement pour nous, ce sera un regard assez global en fournissant certains détails. Sur la dernière Assemblée générale des Nations Unies, sur quelques mots sur les catastrophes qui se sont produites en Afrique du Nord, les incendies en Algérie, les incendies au Maroc, les incendies en Tunisie, les inondations en Libye et la guerre que prépare Emmanuel Macron au Niger, Mali, Burkina Faso, en ciblant l'Algérie surtout. Donc ça, c'est dans cette Assemblée générale des Nations Unies. Je vais aborder quelques points qui ont été abordés sous un autre angle par les représentants du Mali et du Burkina Faso. Il y a quelques éléments de satisfaction, mais loin, très loin, de répondre, de répondre d'une manière claire et ferme à toutes les menaces que fait peser Emmanuel Macron, le roi de France et ses colonies africaines, donc sur ses colonies africaines et sur l'Algérie surtout. Donc, je parlerai probablement plus lourdement sur les droits humains en Algérie tels qu'ils ont été abordés lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, et des éléments pas surprenants, pas surprenants du tout, mais qui refusent de révéler les objectifs réels du FMI et de la Banque mondiale dans les ordres qu'ils continuent à donner jusqu'à l'heure où je parle, des ordres qu'ils continuent à donner à l'État algérien. Sur cet aspect, toutes les personnes qui s'intéressent à l'information strictement algérienne, c'est-à-dire à l'information diffusée par Algérie Presse Service, auront remarqué qu'il n'est plus question du FMI et de la Banque mondiale en Algérie, alors que leur décision s'applique avec soit de l'ouverture de banques au Sénégal, en Mauritanie, cette histoire de ligne aérienne vers Johannesburg, Johannesburg et l'Éthiopie. Donc, pour l'Assemblée générale des Nations Unies, il est utile pour ceux qui veulent aller dans le détail d'aller sur le site internet de l'Assemblée générale des Nations Unies, sur le site internet de l'Organisation des Nations Unies, et parcourir rapidement les communiqués qui ont été publiés et les interventions des représentants des États. Quand je dis les représentants des États, parce que certains chefs d'État ont été absents. Par contre, ceux qui prétendent diriger des États ont été carrément mis en quarantaine. C'est le cas particulier du Niger. Dans une gigantesque manipulation d'Emmanuel Macron, ça c'est clair et net, c'est Emmanuel Macron qui manipule tout, et le porte-parole français du secrétaire général des Nations Unies qui alimente le feu, Donc, par tradition, il y a l'ONU compte 193 membres. Bon. Pour la majorité, ce sont des États. La très grande majorité, ce sont des États. Ça, c'est l'élément.
Donc, si d'habitude, lors de les interventions lors de l'Assemblée générale des Nations Unies sont chronométrées à une moyenne de 15 minutes par intervention. Dans cette dernière Assemblée générale, certaines interventions sont allées au-delà de 28 minutes. 28 minutes, c'est bizarre. Quand vous avez 193 États membres, multiplié par, si on fait une moyenne de 30 minutes, 30 minutes, ça fait 193 divisé par 2 heures d'intervention, c'est-à-dire ça va faire plus de 87 heures. 87 heures d'intervention. Donc vous comprendrez que dans une journée de 24 heures, 87 interventions ne peuvent être diffusées. C'est pour cette raison qu'on dit que l'Assemblée générale, même si elle a été commencée le 23 septembre, donc elle continue. Et il y a des sujets qui sont traités en commission. L'autre élément qui vaut la peine d'être mentionné, la présence des délégués des États à l'Assemblée générale est facultative. C'est-à-dire le président des États-Unis d'Amérique ou bien le représentant de la Fédération de Russie ou de la Chine est libre d'assister ou de ne pas assister aux interventions des autres représentants des États. Donc ça c'est la... Donc par tradition, c'est juste une tradition, c'est le Brésil qui ouvre le débat. Par protocole dû. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui suivent le Brésil. Pourquoi les États-Unis d'Amérique? Parce que c'est le pays où une hôte du siège de l'Organisation des Nations Unies, du fait que le siège de l'Organisation des Nations Unies se trouve à New York, donc par protocole, on accorde au président des États-Unis d'Amérique ou bien au représentant des États-Unis d'Amérique la parole juste après Lula. À l'ouverture, c'est le secrétaire général de l'ONU qui ouvre la session de l'Assemblée générale. Donc actuellement, c'est Lula. Je rappelle qu'en 2013, l'intervention est disponible sur YouTube. Hein, c'est-à-dire vous pouvez y aller dessus et vous allez entendre plus de détails. Donc en 2013, quand l'Organisation mondiale du commerce était présidée par le Brésilien Roberto Azevedo, son objectif était l'accession, était l'obtention d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU avec ou sans droit de veto pour le Brésil. Ça, c'est le directeur général de l'OMC, hein, de l'Organisation mondiale du commerce. Donc là, vous voyez un petit peu comment s'entrecroisent, comment s'interfèrent des organisations internationales entre elles. Donc, le discours d'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est la 78e, a été l'œuvre d'Antonio Guterres. Un discours d'une force extraordinaire. Dans un débit assez soutenu, il a touché à tous les sujets de conflit, à tous les sujets de crise et à des voies de solution pour l'ONU. Le discours d'Antonio Guterres, donc en termes de mots, est extrêmement fort. C'est un discours en anglais, je pense que le sous-titrage en français ou en arabe devrait exister, ou du moins une traduction en arabe-français dans les autres langues devrait exister. Pour nous, pour moi, l'allocution d'Antonio Guterres, malgré sa force, malgré sa puissance, malgré sa qualité exceptionnelle, que nous jugeons exceptionnelle, ressemblait plus à un discours d'adieu qu'à autre chose. Antonio Guterres, comprenant la position dans laquelle il se retrouve,
a voulu terminer en beauté, avec un discours qui va rester dans les annales. Et c'est un discours qui restera dans les annales. Donc ça c'est le discours d'Antonio Guterres. Puissant, fort, très haut niveau, qui ressemble plus à un discours d'adieu. En plus de ça, il confirme ce que j'ai dit bien avant, il y a longtemps là, hein. Il confirme que l'Organisation des Nations Unies a de très fortes chances de subir le même sort que la Société des Nations, la SDN. C'est-à-dire, l'ONU, telle qu'elle fonctionne actuellement, va disparaître. Voilà. Ça, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies, rapidement dit, il a dénoncé l'illibéralisme qui règne actuellement dans le monde, le caractère brouillon et conflictuel des relations internationales. Il a dénoncé ce qu'il a appelé les démocraties illibérales et il a évité le mot dictature. Il a évité le mot dictature. Donc ça, c'est pour Antonio Guterres. Après Antonio Guterres, c'est le président du Brésil, Lula. Lula confirme ce qu'avait dit Roberto Azevedo en 2013. Il veut une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, avec l'élargissement du nombre de sièges du Conseil de sécurité et l'augmentation du nombre de sièges permanents, avec ou sans droit de veto. Lula a refusé de l'aborder, avec droit ou sans droit de veto. Sans droit de veto. Autant que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Lula a insisté sur le respect du multilatéralisme. Le respect ou bien la consécration du multilatéralisme. Surpris. Je suis surpris. Parce que le multilatéralisme tel qu'il fonctionne actuellement est complètement à l'avantage du bloc de l'Ouest, en tête desquels il faut mettre toujours les États-Unis d'Amérique. Voilà. En insistant sur le respect des institutions internationales du multilatéralisme, Lula confirme qu'il veut toujours plaire aux États-Unis d'Amérique. Lula confirme qu'il veut toujours plaire au FMI et à la Banque mondiale. Lula confirme qu'il veut toujours plaire à l'OMC. Voilà. Alors, en demandant la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, Lula a encore enfoncé plus le dysfonctionnement de l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire, actuellement, l'Organisation des Nations Unies est incapable de répondre à tous les problèmes de paix, de conflit et de sécurité qui se posent dans le monde. Actuellement, l'ONU est incapable de répondre aux enjeux climatiques, aux enjeux de la pauvreté dans le monde. L'ONU est incapable de répondre aux inégalités dans le monde. L'ONU est incapable de redéfinir ce qu'est la souveraineté des États sur les ressources naturelles. Voilà. Ça, c'est pour nous là. Donc, le discours d'adieu d'Antonio Guterres et le premier discours, l'allocution du premier intervenant dans cette Assemblée générale de Lula, vont dans le même sens. C'est la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, le blocage de l'ONU, et les grands défis qui risquent de demeurer en suspens ou bien dans des impasses. Voilà. Pour rester dans la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU,
il y a une merveille, entre guillemets, et une idiotie à la fois. C'est une merveille et une idiotie à la fois. Merveille, elle vient du président de l'Ukraine, qui a demandé la suppression du droit de veto à la Russie. Rien que ça. Ça, c'est une merveille. Il a osé demander la suppression du droit de veto de la Russie et de ses actuels dirigeants. C'est une connerie. Pourquoi c'est une connerie? Premièrement, il est loin d'être en position de demander un tel acte. Deux, le président de l'Ukraine est insignifiant actuellement, insignifiant. Dans le jeu international, le président de l'Ukraine est insignifiant. Si l'Ukraine est un enjeu, le président de l'Ukraine est en dehors de cet enjeu. En restant toujours dans cette Assemblée générale des Nations unies, le représentant de la Fédération de Russie, en la personne de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, lui, il a complètement défoncé l'Organisation des Nations unies et son Conseil de sécurité de l'ONU. Il l'a complètement défoncé, en disant que l'ONU est au service de l'Occident, point barre. Il a dit quelque chose... il a dit que c'est l'Occident qui impose les règles du jeu international, c'est l'Occident qui impose les textes, les lois et les textes à ratifier, que les autres ne comptent pour moins que rien. Voilà. Donc, en faisant la somme, secrétaire général des Nations Unies, avec son discours d'adieu, le président du Brésil, Lula, la proposition du président de l'Ukraine pour la suppression du droit de veto à la Fédération de Russie, le discours de Sergei Lavrov au nom de la Russie, etc. Donc, ce que j'ai dit il y a plusieurs mois déjà de cela, se confirme. La disparition de l'ONU. Voilà. Alors, comment a été créée l'ONU? L'ONU a été créée à la veille de l'armistice, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Juste à la fin, avec une série de conférences, Yalta, Potsdam, Téhéran, en Iran. Hein. C'est comme ça est née l'idée de la création d'une organisation mondiale pour la paix et la sécurité, l'ONU. Cette période-là, il y avait un seul ennemi, un seul ennemi en termes idéologiques, c'était le fascisme. Il y avait des ennemis, des États ennemis qui étaient désignés par l'Allemagne, l'Italie et le Japon. C'est-à-dire, il y avait un consensus d'opposition contre l'idéologie fasciste allemande, nazie, pardon, et il y avait un consensus contre le Japon, l'Italie et l'Allemagne. Mais actuellement, même les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont devenus des ennemis entre eux. Probablement que le mot ennemi est trop fort, je dirais, ils sont des rivaux acharnés. Voilà. C'est... lors de cette assemblée générale de l'ONU, il y a un élément très important dans le protocole. J'ai dit dans mes mots précédents que la présence des autres chefs d'État à l'intervention des autres chefs d'État est facultative. Donc, qu'un chef d'État intervienne à minuit, 1h du matin ou 11h du soir devant une assemblée vide, c'est banal.
C'est banal. Croyez-vous qu'après les discours inauguraux, les premières allocutions, et ceux qui attendent l'intervention de certains autres chefs d'État particuliers, comme la France, le représentant de l'Allemagne, le représentant de la Norvège, tiens. La Norvège a été représentée par le ministre des Relations internationales, quelque chose comme ça, du développement international. Hein. Il n'y a pas ni son premier ministre, ni la ministre des Affaires étrangères, ni le roi de Norvège. Bon, il y a certains discours qui sont attendus, mais sinon, pour les autres, il va prêcher, il va parler devant une assistance, une assemblée vide, c'est banal, c'est les risques d'être, c'est les risques, c'est le risque court que vivent les pays insignifiants, représentés par des États insignifiants, dirigés par des dictatures, sous-développées, lourdement endettés. C'est-à-dire par les pays qui sont absents des rouages internationaux. En parlant de rouages internationaux maintenant, cette Assemblée générale des Nations unies aurait été une occasion pour l'Algérie de manœuvrer. Malheureusement, incapable de manœuvrer dans les espaces internationaux complexes, sans compétence pour y aller, sans préparation de l'Assemblée générale, c'est-à-dire tous les rendez-vous, toutes les ententes, toutes les déclarations communes, etc., qu'il faut préparer, qui se préparent 6 mois, une année à l'avance. L'Algérie, a brillé, elle a brillé par sa nullité. Parlons de l'Algérie maintenant. Donc, elle a raté une occasion pour négocier dans des espaces internationaux complexes, construire des alliances probablement pas avec les pays extrêmement avancés, mais au moins avec les pays voisins. Avec le Maroc, la Tunisie, la Libye, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, la Mauritanie. Construire au moins une alliance dans un espace international. Très bien. Donc elle l'a raté. Elle a raté cette opportunité de nouer des contacts avec d'autres États, qu'ils soient puissants ou moyennement puissants ou faibles. C'est la loi. Il existe des États faibles dans le monde. Ça, c'est la première. Anecdotiquement, mais une anecdote assez pour l'esprit, hein. Le siège des Nations Unies à New York se trouve à 7-8 minutes de la maison du précédent président des États-Unis d'Amérique, de Donald Trump. Le siège des Nations Unies est à 10 minutes à pied, hein, sur la même avenue. Même avenue que Trump Tower, la tour de Donald Trump, 10 minutes. À environ 15 minutes du siège des Nations Unies à New York. 15 minutes de marche à pied dans une rue perpendiculaire, j'ai oublié le numéro de la rue là, se trouve le premier appartement loué par Hussein Ahmed, occupé par Mohamed Yazid par la suite, pour la représentation du Front de Libération Nationale à New York, en visant les États-Unis d'Amérique et l'Organisation des Nations Unies. Donc, l'appartement loué par Hussein Ahmed, occupé par la suite par Mohamed Yazid, se trouve à peu près à 15-16 minutes de marche à pied. Hein. C'est un parcours que j'ai fait personnellement. J'ai même montré quelques photos de cet appartement.
Est-ce que ceux qui sont partis, est-ce que les Algériens partis pour être présents à l'Assemblée générale des Nations unies ont eu la présence d'esprit de visiter cet appartement comme lieu historique? Ont-ils pensé à le racheter cet appartement pour en faire un lieu historique, un milestone, un hallmark de l'Algérie aux États-Unis d'Amérique? Bon, ça c'est des éléments. L'autre élément, plus que cardinal pour nous, pour moi, cette Assemblée générale des Nations unies, avec tout ce qui se passe en Afrique, qui se passe à l'Est, en Orient, Russie, Chine, etc., ce qui se passe sur le continent américain, ce qui se passe en Europe, et tout le poids que subit l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, à travers toutes ces bagarres-là, à travers toutes ces crises. L'Algérie a raté l'occasion de demander l'abrogation de l'article 6 du traité de l'Atlantique Nord, qui dit que l'Algérie est une propriété privée de la France, c'est-à-dire est une propriété privée du roi de francophonie africaine, l'actuel mégalomane président de la France, Emmanuel Macron. Je pense que poser en termes de droit international l'abrogation de l'article 6 du traité de l'Atlantique Nord était plus important que les autres charabia qui ont été prononcés. Bon, pour les mots qui ont été prononcés, le très peu. Le très peu, je précise, j'ai écouté la version anglaise, c'est-à-dire la traduction anglaise simultanée. Elle était simultanée. Même la traduction simultanée a été l'œuvre de 2 traducteurs. Ils ont eu de la compétence, est-ce que c'est de la difficulté? J'ignore. Mais ils ont eu des difficultés à traduire rapidement ce qui se disait en temps réel. Ils avaient eu des difficultés. Voilà. Donc c'est la version anglaise que j'ai écoutée. Parce que le son arabe, en arabe, est coupé. Ça, c'est sur le site internet de l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Il a été question de certains enjeux internationaux, il a été question de certaines catastrophes, de la participation de l'Algérie dans la paix, etc., etc. Et il a été question des droits de l'homme. Dire que c'est le peuple libyen qui doit régler ses problèmes par lui-même, ça c'est le peuple libyen qui doit régler ses problèmes par lui-même. C'est un peu difficile à comprendre et à analyser. Et comprendre, analyser pour fournir des solutions, c'est ardu. Parce que c'est le peuple libyen qui a créé ce problème. C'est le peuple libyen qui a accepté d'être dans cette situation. Dans une situation qui lui a été imposée. Cela est vrai. Cette situation lui a été imposée par les puissances du moment et exploitée par d'autres puissances du moment, créées par les puissances du moment sur la France et les États-Unis. Exploitée par les forces du moment, c'est la Fédération de Russie et de la Chine. Un peu moins l'Allemagne et l'Italie. C'est le peuple libyen qui s'est mis dans des conditions pour qu'on lui impose cette situation avec l'assassinat de Muammar Kadhafi qui a conduit maintenant à la partition de la Libye en 2 parties. Ça c'est certain.
en trois parties. Il faut attendre un petit peu comment ça va évoluer entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire la partie Est de la Libye dirigée par le général et la partie Ouest dirigée par un gouvernement civil. Ça. Dire que ce sont les Libyens qui vont régler ce problème, ouais. Les Libyens, en plus de ça, ils ont vécu le terrible drame des inondations. Dans l'indifférence totale de toute la communauté internationale, et puisque nous sommes dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, des débats de l'ONU. Plan de secours, plan d'intervention, etc. Hein. L'ONU a des fonds spéciaux pour ça, hein. Des fonds pour les catastrophes naturelles, les calamités, etc. Donc, voilà. Alors là, pour l'Afrique, s'il vous plaît, dites ce que vous en voulez sur ça. Maintenant, la version anglaise de l'allocution de l'État algérien que j'ai écoutée m'a donné l'impression que son rédacteur est la même personne que celle qui a rédigé le fameux communiqué contre la Banque mondiale par l'APS. Il me donne ce goût, cette impression, Junior. Celui qui a rédigé l'article, la dépêche contre la Banque mondiale il y a 2 années de cela, hein. 2 années de cela. Et celui qui a rédigé les mots de l'État algérien, c'est-à-dire le mot des généraux algériens à l'ONU, sont la même personne. Parler des droits de l'homme en Algérie, des avancées des droits de l'homme, protection de la femme, promotion de la femme, protection de la femme, promotion de la femme. Bon, c'est des termes creux là, hein? C'est des termes creux, hein? C'est des termes creux. En Algérie, c'est du toupet, hein? Il faut avoir du toupet. Il y a probablement autour de 400, 500 de détenus politiques en Algérie. Hassan El-Khadi a été défendu par d'illustres penseurs et intellectuels vivants, comme Noam Chomsky. L'assassinat impuni de Lounas Matoub demeure à ce jour noir. On vient. Parler des droits de l'homme? Oui, parler des droits de l'homme pour vanter l'Algérie, une Algérie de mise en coupe réglée par les généraux. Hein. Je le répète, privatisée, l'Algérie est actuellement privatisée, la décision de justice est privatisée, la politique est privatisée. Voilà. Par des généraux qui sont incapables de voir plus loin que le bout de leur nez. Avec tout ce qui entoure l'Algérie, avec la cible d'Emmanuel Macron d'abattre l'Algérie, ils sont tous au silence. Ça, c'est le truc. Parler du respect des droits de l'homme en Algérie, plus qu'une anomalie, c'est plus qu'une anomalie. À ce titre, je dois rappeler que c'est en 2013 que j'ai abordé les droits de l'homme en Algérie par l'inflation dans une conférence à Akbou, hein, à Akbou même, en Algérie même. J'ai réagi au président du Parlement européen, David Sassoli, et je l'ai défié pour m'accorder un droit d'intervention devant le Parlement européen, pour lui dire que la violation des droits de l'homme en Algérie, en étant vraie bien sûr, mais que cette violation est exploitée pour servir les intérêts de l'Europe
et de la France en particulier. La France qui est la championne d'Europe dans la violation des droits de l'homme. Championne d'Europe dans la violation des droits de l'homme. Lors d'un séjour dont je parlais rapidement de 9 jours en Norvège, l'Algérie est complètement ignorée. L'Algérie est complètement ignorée. J'ai envoyé 2 lettres au Premier ministre de Norvège, une lettre au ministre des Affaires étrangères, au FACFU, Institute for International Relations Studies, et à la maison de la Fondation des droits de l'homme à Oslo. Mon objectif est de lancer, du moins, de parler de la situation des droits de l'homme en Algérie et pour mettre en exergue, juste en exergue, le cas d'Ersan Okadi et de Lounas Marto qui concentre tout ce que subissent les Algériennes et les Algériens en Algérie en termes de droits de l'homme. Rien. Pire que ça, j'ai récolté une complexité internationale, j'ai récolté une complexité juridique internationale. Bon, que je suis en train de régler. Que j'essaie de régler. Maintenant, en termes économiques, ce sera rapide. Dire que l'Algérie a inventé une nouvelle méthode de calcul du PIB, c'est un peu fort. C'est même trop fort pour un pays gangréné par l'incompétence et la corruption. L'Algérie actuellement est gangrénée par l'incompétence et la corruption. Ceci étant dit, en disant que l'Algérie a opté pour une nouvelle méthode de calcul de son produit intérieur brut, PIB, en anglais c'est GDP, Gross Domestic Product, hein? Cela confirme que le FMI et la Banque mondiale sont en train de taper fort sur l'État algérien. Je rappelle que l'équation admise pour les calculs du PIB, du GDP, c'est généralement sur la lettre Y. Y pour production ou PIB égale C plus I plus J, plus Y plus X moins I. M, X moins M, pardon. Le PIB est composé des consommations, des investissements, des dépenses du gouvernement et des exportations, mais au moins les importations, c'est ce qu'on appelle la balance des paiements. Donc voici les variables qui constituent actuellement le PIB tel que approché, méthode équation proposée par Simon Kuznets. Voilà. Dire que le PIB algérien va passer de 170 milliards de dollars, ou de 160 ou de 180 milliards à 228 milliards de dollars, c'est une banalité. Un PIB peut passer de 5 dollars, il peut passer à 500 000 dollars, 500 milliards de dollars. Ça, c'est une banalité. D'un point de vue arithmétique, c'est une banalité. Mais maintenant, d'un point de vue calcul, là, pour faire passer un PIB de 170 milliards de dollars à 288 milliards de dollars, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs solutions pour cela. Pour cela, il faut trafiquer les chiffres. Trafiquer les chiffres. Tu te retrouves avec 288 milliards de dollars ou 260 milliards de dollars, peu importe. Tu exportes sans importer. Quand tu exportes pour 130 milliards de dollars, et tu ajoutes les consommations des 44 millions d'Algériens, entre parenthèses, où est le recensement de la population? Où est-il là? Le recensement de la population. Donc, le faire passer, exporter pour 130 milliards de dollars, ne rien importer, c'est bon. Il y a pire. Et il y a pire que ça.
Les prix utilisés dans le calcul du PIB. Eh oui. Eh, les consommations, c'est la consommation moyenne de tous les Algériens, multipliée par l'ensemble de la population. Les investissements. Ah. On va faire, maintenant, on va faire le distinguo. Un investissement public algérien, investissement public algérien. Investissement privé algérien et l'investissement étranger en Algérie, avec ou sans participation des Algériens. Pour cela, il faut aller sur les différentes interventions que j'ai faites sur ces histoires sur l'histoire du PIB. Quand on fait l'investissement étranger, on rentre dans ce qui est appelé les brownfield et greenfield. Ça, il faut y aller. Donc, il y a un autre gros problème qui m'est difficile c'est un problème pour moi. Hein. J'ai des difficultés à comprendre où est-ce que ça mène. L'ouverture de banques algériennes à l'étranger. En Mauritanie et au Sénégal, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des investissements algériens au Sénégal? Je l'ignore. Si oui, de combien, comment ils sont structurés, qui sont les détenteurs, etc. Il y a un investissement algérien en Mauritanie, même chose. Hein. De quels investissements s'agit-il, qui les détient, etc. Comment se font les transferts de capitaux, etc. Les mouvements de capitaux. Hop, mouvement de capitaux. Ça veut dire que maintenant, en ouvrant une banque en Mauritanie et une autre banque au Sénégal, cela sous-entend que nous avons des intérêts économiques. S'il n'y a pas faute d'intérêt économique, il y a au moins la circulation des capitaux. C'est-à-dire, les capitaux entre l'Algérie et le Sénégal sont libres, entre l'Algérie et la Mauritanie sont libres. De quels capitaux s'agit-il maintenant? Les capitaux de qui maintenant? Chers compatriotes d'Algérie, ça c'est à l'édition 2015. Hein. À l'édition 2015, nous avons abordé, parce qu'il y a un problème de monnaie que je veux éviter aujourd'hui. Hein. Un problème de monnaie avec ces histoires de Sénégal et de Mauritanie et de l'Algérie. Et tout ce qui est lié à la ZLECAf, hein, the Continental Free Trade, the African Continental Free Trade Area, et le poids des Américains. Chers compatriotes algériens, chers compatriotes d'Afrique du Nord, une de mes satisfactions personnelles, j'ai entendu le colonel Goïta du Mali parler de Modibo Keïta. Colonel Goïta du Mali, je l'ai dit et je le répète, tous les militaires africains sont stupides et idiots. Alors, vous avez parlé de Modibo Keïta, je pense en avoir fait l'éloge, exprimer ma reconnaissance à Modibo Keïta bien avant vous. Parler de Modibo Keïta sans réaliser ce que voulait faire Modibo Keïta montre que vous êtes extrêmement faible. Montre que vous avez peur d'affronter la France. En vous disant ces mots, ce sont les Algériens qui doivent affronter la France. À vous, représentants du Burkina Faso, vous avez parlé de révolutionnaires africains. Tous, du Cameroun, de la Martinique, vous avez parlé des leaders, des révolutionnaires africains assassinés en Suisse, mais les années 50 et 60, vous avez parlé de Thomas Sankara. Je pense que je peux vous donner la leçon sur ça. Mais parler de Thomas Sankara, de Modibo Keïta et des autres révolutionnaires africains sans aller vers le franc CFA et le recouvrement de votre décision régalienne sur vos ressources naturelles, vous êtes en train de faire des bulles d'air
et vous êtes en train de mener en bateau vos nations respectives du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Le travail qui m'attend à titre personnel, au niveau international, est encore très complexe. Vous l'avez encore rendu très complexe. Vous vous êtes agenouillé devant Emmanuel Macron qui vous a relancé le problème du terrorisme. Et en relançant le problème du terrorisme au Mali, Niger, Burkina Faso, il a relancé le problème du terrorisme dans le sud de l'Algérie. Donc ceci confirme que son objectif est d'abattre l'Algérie. Et je ferai tout ce que je peux pour éviter ce désastre à ma patrie de naissance. Merci à vous tous.